Élu, as-tu déjà réfléchi à la raison pour laquelle certaines personnes t'ont traité comme si tu n'étais rien? Pourquoi elles t'ont ignoré, t'ont rabaissé ou t'ont fait te sentir invisible? Voici quelque chose que je vais te présenter et qui va changer fondamentalement tout ce que tu pensais savoir. J'ai découvert une vérité psychologique si puissante que, une fois que tu l'auras saisie, tu ne regarderas plus jamais le comportement humain de la même manière. Et si je te proposais que la façon dont les gens t'ont traité n'avait presque rien à voir avec toi? Que leur cruauté était en réalité un miroir reflétant quelque chose qu'ils ne pouvaient pas affronter au plus profond d'eux-mêmes? Reste avec moi, car à la fin de ce discours, tu comprendras la psychologie cachée derrière les mauvais traitements. Et, plus important encore, tu découvriras pourquoi tu les as attirés dans ta vie en premier lieu. Ceci n'est pas une question de jeter la faute, c'est un discours sur la libération. Et ces insights que j'ai travaillé dur à déterrer te libéreront d'un schéma dans lequel tu as été pris au piège bien trop longtemps. Commençons par la vérité douloureuse. Tu as été maltraité. Était-ce un parent qui n'a jamais validé ton existence, un partenaire qui te critiquait sans cesse, des amis qui ont trahi ta confiance ou des collègues qui ont saboté chacun de tes efforts? Tu t'es sans doute demandé 1000 fois « Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi moi? Suis-je vraiment si indigne ?» Du point de vue de la psychologie analytique, ces questions, je dois le dire, sont complètement passées à côté de la cible. Les mauvais traitements que tu as subis n'étaient ni aléatoires ni mérités. J'ai passé des décennies à étudier la psyché humaine, et ce que j'ai découvert risque fort de te choquer. J'ai trouvé que la cruauté humaine suit des schémas psychologiques prévisibles qui sont indépendants de la valeur intrinsèque de la victime. Mais c'est là que les choses deviennent complexes. J'ai aussi découvert que nous participons inconsciemment à ces schémas. Non pas parce que nous désirons la souffrance, mais à cause d'un facteur enfoui profondément dans notre esprit inconscient. Quelque chose d'hérité, quelque chose que nous n'avons jamais affronté. Et tant que nous ne comprenons pas ce mécanisme, nous continuerons à attirer le même type de personnes qui nous traitent de la même manière déplorable. Mais pourquoi? Continue à m'accorder ton attention, car la réponse va transformer ton existence même. J'ai dit quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas. Tant que tu ne rends pas conscient l'inconscient, il dirigera ta vie. Et tu l'appelleras destin. Laisse le poids de cette affirmation pénétrer vraiment en toi un instant. Ce que j'ai découvert à travers mon travail clinique avec des milliers de patients, c'est que les êtres humains fonctionnent à partir de deux niveaux distincts de conscience. L'esprit conscient dont nous avons connaissance et l'esprit inconscient qui contrôle jusqu'à 95% de notre comportement. L'inconscient contient tout ce que nous avons refoulé, nié ou refusé d'admettre à propos de nous-mêmes. Je l'appelle l'ombre. Et voici le point crucial. Ton ombre ne reste pas simplement tranquille en arrière-plan. Elle modèle activement ta réalité. Elle influence vers qui tu es attiré, qui tu autorises à entrer dans ta vie, et oui, la façon dont les gens te traitent. À mon avis, les personnes qui t'ont maltraité réagissaient en réalité à quelque chose d'invisible que tu projetais inconsciemment. Non pas tes objectifs déclarés ou tes valeurs conscientes, mais les blessures non résolues, les aspects niais de toi-même, les parties que tu as bannies dans l'obscurité. Ces personnes n'étaient pas cruelles au hasard. Elles étaient attirées par toi, et toi par elles, par un magnétisme psychologique qu'aucune des deux parties ne comprenait. Je découvre que tout ce processus est totalement inconscient. La personne qui inflige les mauvais traitements ne se réveille pas en pensant « Je vais détruire cette personne aujourd'hui ». Et toi, tu n'as pas pensé consciemment « Je veux que quelqu'un me fasse souffrir ». Pourtant, la danse a lieu quand même, orchestrée par des forces situées en dessous de la surface de la conscience. C'est la danse de l'ombre. Et elle va devenir encore plus révélatrice. J'ai découvert l'une des vérités les plus profondes concernant les relations humaines. Nous ne voyons pas les gens tels qu'ils sont réellement. Nous les voyons à travers l'ouverture de nos projections inconscientes. Je l'ai appelée la projection de l'ombre, et cela explique tout ce qui concerne la raison pour laquelle tu as subi des mauvais traitements. Voici le mécanisme. Chaque être humain possède une ombre, les parties de lui-même qu'il a rejetées, niées ou qu'on lui a dit être inacceptables. As-tu appris dans ton enfance que la colère était vile, alors tu l'as réprimée. Tes tâtés ont enseigné que tes besoins étaient sans importance, alors tu les as niés. Ces parties rejetées ne disparaissent pas. Elles sombrent dans ton inconscient et attendent. Ce que nous rejetons en nous-mêmes, nous le projetons sur les autres. Mais observe le paradoxe. Nous attirons aussi des personnes qui incarnent précisément les qualités que nous avons désavouées. Si tu as nié ta colère, tu attireras des personnes colériques. Si tu as rejeté ta force, tu attireras des personnes dominantes. Si tu as réprimé ta voix, tu attireras ceux qui te font taire. La personne qui t'a maltraité projetait probablement sa propre ombre sur toi. Elle voyait en toi quelque chose qu'elle méprisait chez elle-même, quelque chose qu'elle ne pouvait pas assumer. Alors,
elle l'attaquait en toi à la place. Comme je l'ai dit, c'est pourquoi les abuseurs accusent souvent leurs victimes exactement des choses dont ils sont eux-mêmes coupables. Le narcissique t'appelle égoïste, le menteur t'appelle malhonnête, la personne cruelle t'appelle méchant. Mais attends, il y a un mécanisme encore plus profond à l'œuvre ici, et il concerne la raison pour laquelle tu as accepté un tel traitement. Reste avec moi. J'ai dit, tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une compréhension de nous-mêmes. C'est là que beaucoup de gens ressentent de l'inconfort. Car j'ai découvert quelque chose de radical. Les personnes qui t'ont maltraité te renvoyaient en miroir tes blessures non guéries. Avant que tu ne protestes contre cette idée, permets-moi de développer. Ceci n'est pas une question d'attribuer la faute à la victime. C'est une question de comprendre un mécanisme inconscient qui te maintient captif. À mon avis, nous recréons inconsciemment les blessures de notre enfance dans nos relations adultes. Non pas parce que nous sommes portés vers la souffrance auto-infligée, mais parce que l'inconscient cherche à résoudre ce qui n'a jamais été résolu. Si tu as été élevé par un parent émotionnellement absent, ton inconscient a enregistré cela comme « voilà l'essence même de l'amour ». Par conséquent, à l'âge adulte, tu recherches inconsciemment des partenaires émotionnellement indisponibles. Pas consciemment, bien sûr. Tu te dis probablement que tu désires quelqu'un de présent et attentionné, mais ton inconscient fonctionne selon un programme différent qui insiste. Trouve quelqu'un qui soit familier et peut être. Cette fois, nous pourrons réparer la situation. J'ai découvert que cette compulsion de répétition est l'une des forces les plus puissantes en psychologie humaine. Nous sommes poussés à retourner sur la scène du crime en espérant un dénouement différent. La femme, dont la mère était critique, attire des partenaires critiques. L'homme dont le père était absent attire des compagnons qui l'abandonnent. L'enfant qui a été négligé devient l'adulte qui accepte de simples miettes d'affection. Les personnes qui t'ont maltraité n'étaient pas des accidents. Elles étaient, comme je les qualifierais, des acteurs parfaitement choisis dans un drame dirigé par ton inconscient. Elles apparaissaient pour jouer le rôle du parent rejetant, de l'autorité cruelle, de l'ami traître, quelle que soit la blessure non guérie qui sommeillait en toi. Et voici le point le plus crucial. Elles continueront à apparaître sous différents déguisements tant que tu n'auras pas guéri cette blessure sous-jacente. Tu peux changer de ville, de métier, de partenaire, mais le schéma te suivra. Je qualifie cela de destin quand nous sommes inconscients, mais de choix quand nous nous éveillons à la connaissance. La question est, es-tu prêt à t'éveiller? Car ce qui suit va te montrer la manière précise dont cela s'accomplit. J'ai découvert qu'il y a quelque chose d'encore plus profond que l'inconscient personnel à l'œuvre. J'ai découvert ce que j'ai appelé l'inconscient collectif, une couche de la psyché partagée par toute l'humanité, contenant des modèles universels de comportement que j'ai appelés archétypes. Ces archétypes sont des schémas psychologiques anciens que nous héritons tous. La victime, le persécuteur, le sauveur, le tyran, le bouc émissaire. J'ai affirmé que ces archétypes existent dans toutes les cultures à travers l'histoire parce qu'ils font partie du plan psychologique humain. Quand une personne t'a maltraité, elle incarnait souvent un rôle archétypal et tu remplissais le rôle correspondant. Ce n'est pas strictement personnel, c'est transpersonnel. Le supérieur qui t'a harcelé incarnait l'archétype du tyran. L'ami qui t'a trahi jouait l'aspect ombre de l'archétype du compagnon. Le partenaire qui t'a abandonné mettait en scène le récit ancien du rejet qui s'est répété d'innombrables fois à travers l'histoire humaine. J'ai découvert que tant que nous n'atteignons pas la conscience de ces modèles archétypaux, nous restons prisonniers en leur sein. Nous entrons inconsciemment dans ces rôles et les jouons comme si nous lisions un script écrit il y a des millénaires. Les mauvais traitements que tu as subis n'étaient pas uniques à ta personne. C'était un schéma ancien qui se répétait à travers ta vie. Mais voici l'aspect qui donne du pouvoir. Une fois que tu reconnais l'archétype, tu peux sortir du rôle prescrit. Tu peux refuser d'incarner la victime plus longtemps. Tu peux rejeter la position du bouc émissaire. J'ai soutenu que la conscience est la clé essentielle pour se libérer de ces structures anciennes. Et cela nous amène au concept le plus vital de tous. J'observe que la plupart des gens traversent toute leur vie en portant un masque. Je l'ai appelé la persona, le faux soi que nous présentons au monde afin d'obtenir l'acceptation et d'éviter le rejet. La persona est l'identité que tu crois devoir adopter pour fonctionner dans la société. C'est la fille docile qui n'exprime jamais la rage, l'homme conciliant qui n'établit jamais de limites, la personne solide qui ne montre jamais de vulnérabilité. À mon avis, la persona est nécessaire pour fonctionner socialement, mais elle devient une véritable prison quand nous oublions que ce n'est qu'un masque. Quand tu t'identifies excessivement à ta persona, tu perds le contact avec ton soi authentique, la personne que tu es vraiment sous tout le conditionnement et toutes les attentes extérieures. Observe le lien avec les mauvais traitements. J'ai découvert que les personnes qui vivent principalement à travers leur persona attirent des relations qui servent à renforcer le masque plutôt qu'à honorer le soi authentique.
Si ta persona est « je suis celui qui aide tout le monde », tu attireras ceux qui exploitent ta gentillesse. Si ta persona est « je n'ai besoin de rien de personne », tu attireras des personnes qui ne t'offrent rien. Les gens qui t'ont maltraité réagissaient souvent à ta persona, pas à ton soi authentique. Ils percevaient l'inauthenticité, la tendance à plaire aux autres, les limites que tu n'as pas imposées. Les personnes prédatrices ont un sixième sens pour détecter quand quelqu'un est déconnecté de sa force inhérente. Elles peuvent sentir une persona faible de loin. J'ai découvert que le chemin vers des relations authentiques passe par le lâcher de la persona et par le fait de se présenter tel que l'on est vraiment, avec ses blessures, ses besoins et ses limites. Quand tu cesses de jouer un rôle et que tu commences à être, tout se transforme. Les gens qui maltraitaient la version fausse de toi ne peuvent pas supporter la présence de ton toi authentique. Ta vérité repousse ceux qui ont besoin que tu sois faux. Mais d'abord, tu dois comprendre qui s'est nourri de ton inauthenticité. À mon avis, certaines personnes sont ce que j'ai appelé psychologiquement inconscientes. Elles vivent entièrement dans leur ombre sans aucune conscience de leur schéma destructeur. Ce sont les vampires émotionnels qui t'ont vidé. Et j'ai compris précisément pourquoi elles ont porté leur attention sur toi. J'ai posé que les personnes inconscientes sont incapables de générer leur propre énergie psychologique. Elles doivent la prendre chez les autres. Elles se nourrissent de ton attention, de ton empathie, de tes réactions, de ta réceptivité émotionnelle. Plus tu es conscient et empathique, plus tu deviens une source de nourriture attirante. J'ai découvert que ceux qui sont très sensibles et portés à l'empathie sont particulièrement vulnérables à ces prédateurs inconscients. Pourquoi ? Parce que les empathiques possèdent une forte énergie psychologique et sont souvent déconnectés de leur propre ombre. Ils ont réprimé leur colère, leur intérêt personnel, leur capacité même à la cruauté. Ainsi, ils attirent des personnes qui incarnent exactement ces qualités. Le narcissique qui t'a abusé, l'ami qui t'a exploité, le partenaire qui t'a manipulé. Ces personnes étaient attirées par ta lumière intérieure comme des papillons par une flamme. Mais elles n'essayaient pas, à mon estimation, de partager ta lumière. Elles essayaient de l'éteindre parce qu'elle leur rappelait douloureusement tout ce qu'elles avaient perdu en elles-mêmes. J'ai dit que les personnes inconscientes ne peuvent pas tolérer la conscience chez les autres. Ta croissance représente une menace pour elles. Ta guérison expose leurs blessures. Tes limites révèlent leurs violations. Par conséquent, elles t'ont maltraité afin de te maintenir diminué, d'éteindre ta lumière, de te rendre aussi inconscient qu'elles le sont. Mais voici le moment où tout change. Car j'ai découvert la force contraire. J'ai découvert ce que je considère comme ma contribution la plus vitale au domaine de la psychologie, le processus d'individuation. C'est le voyage vers le fait de devenir la personne que tu es vraiment, d'intégrer tous les éléments rejetés de toi-même, de passer d'une existence inconsciente à une existence consciente. Et c'est la méthode précise par laquelle tu cesses d'attirer les mauvais traitements. L'individuation exige d'accomplir l'acte le plus difficile qu'un être humain puisse entreprendre. Affronter ton ombre. Tu dois regarder les parties de toi que tu as niées, la colère que tu as réprimée, les besoins que tu as ignorés, la force que tu as abandonnée, les limites que tu n'as jamais posées, la voix que tu as fait taire. Tout cela doit être reconnu, intégré et réclamé. J'ai noté que la plupart des gens évitent ce processus parce qu'il est intrinsèquement douloureux. Il est plus facile de blâmer les autres pour leur comportement envers toi que de demander « quelle capacité en moi a permis cela ?» Il est plus facile de rester victime que de réclamer ton autorité. Il est plus facile de perpétuer le schéma que de le briser. Mais ceux qui entreprennent le travail d'individuation vivent quelque chose d'extraordinaire. Je découvre que, à mesure que tu intègres ton ombre, tu deviens entier. Et quand tu deviens entier, tu cesses d'attirer des personnes fragmentées. Quand tu assumes ta colère, tu cesses d'attirer des colériques. Quand tu respectes tes propres besoins, tu cesses d'attirer ceux qui te prennent. Quand tu poses des limites claires, tu cesses d'attirer ceux qui les violent. La qualité énergétique que tu émets est fondamentalement changée. Le processus d'individuation te transforme d'une personne à qui la vie arrive en une personne qui crée consciemment sa vie. Tu cesses d'être un simple personnage dans le drame inconscient de quelqu'un d'autre et tu deviens l'auteur de ton propre récit. Mais l'individuation n'est pas un événement unique. C'est un engagement à vie et il commence par une décision unique mais puissante. Permets-moi d'illustrer la nature de cette décision. J'ai dit « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que je choisis de devenir ». C'est exactement le point où tu brises définitivement le schéma des mauvais traitements. Se libérer exige à la fois une compréhension psychologique et une action décisive. Permets-moi de te guider à travers ce cadre. D'abord, tu dois reconnaître le schéma. J'ai découvert que la plupart des gens sont tellement identifiés à leur souffrance qu'ils ne peuvent pas voir le schéma qu'ils répètent sans cesse. Examine tes relations avec honnêteté. Attires-tu constamment le même type de personnes dans des corps différents, la même indisponibilité émotionnelle, la même critique, la même trahison,
la reconnaissance est le premier préalable à la liberté. Deuxièmement, je t'exhorte à retirer tes projections. Cesse de voir ces personnes comme des monstres et commence à les voir comme des miroirs. Quelle qualité en elles provoque ta réaction la plus forte? C'est ton ombre qui parle. Si leur cruauté t'enrage, où as-tu été cruel envers toi-même? Si leur égoïsme te repousse, où as-tu nié tes propres besoins légitimes? Ceci n'est pas une façon d'excuser leur comportement. C'est une façon de réclamer ton propre pouvoir. Troisièmement, tu dois faire le deuil de ce que tu n'as jamais reçu. La validation que tu méritais, l'affection dont tu avais besoin, le respect que tu avais gagné. La plupart des gens sautent cette étape et restent bloqués dans un état de colère ou de ressentiment. Mais j'ai découvert que les pertes qui ne sont pas pleurées nous maintiennent liés au passé. Tu dois pleurer ce qui n'est jamais advenu avant de pouvoir créer ce qui est possible. Quatrièmement, tu dois établir de nouvelles limites. Je soutiens que les limites sont la manifestation physique du respect de soi. Chaque fois que tu imposes une limite, tu signales à ton inconscient « Je compte, mes besoins comptent, je n'accepterai pas les mauvais traitements ». Observe à quelle vitesse les gens reculent quand tu cesses d'autoriser leur comportement inacceptable. Cinquièmement, je découvre que tu dois choisir consciemment des personnes différentes. Ton inconscient gardera une attirance vers les schémas familiers. Cette personne émotionnellement indisponible aura encore un sentiment de familiarité, un sentiment que tu interprètes à tort comme une affinité. Cette personne critique te semblera encore seulement honnête. Tu dois délibérément outrepasser cette programmation inconsciente par un choix conscient. Choisis la personne qui te semble étrangère, mais qui est vraiment saine. Choisis la relation qui te semble étrange précisément parce qu'elle est sécurisante. Il arrive un moment dans le processus d'individuation où tout bascule. Je l'ai appelé la transformation, la mort de l'ancien soi et l'émergence du nouveau. Et c'est le point où tu te tiens actuellement, que tu t'en rendes pleinement compte ou non. J'ai dit que la transformation n'est pas une expérience confortable. L'ancien soi doit mourir. Le complaisant en toi doit mourir. La victime doit mourir. La personne qui acceptait de maigres provisions doit mourir. Et la mort est toujours accompagnée d'un sentiment de perte. Même quand ceux qui meurent méritaient d'être abandonnés, tu pleureras les anciens schémas même en les dépassant. Tu ressentiras l'absence de la douleur familière même en entrant dans un état de paix inconnu. J'ai découvert que pendant cette phase de transformation, tu seras testé. Les personnes qui t'ont maltraité peuvent soudain réapparaître, offrant exactement ce que tu désirais autrefois d'elles. C'est l'examen final de l'existence. Vas-tu revenir à la douleur familière ou vas-tu honorer ta transformation? J'ai noté que la plupart des gens échouent à ce test la première fois. Ils retournent. Ils donnent une autre chance. Ils croient que cette fois le résultat sera différent. Mais une véritable transformation, je l'ai soutenu, signifie reconnaître que ces personnes n'ont pas changé. Toi, tu as changé. Et la personne que tu es en train de devenir ne rentre plus dans les limites que tu occupais autrefois. Les anciens environnements te sembleront trop étroits. Les anciennes relations te sembleront étouffantes. Les anciens schémas te sembleront intolérables. Cette gêne même est la preuve de ta croissance. J'ai dit, il n'y a pas de venue à la conscience sans douleur. Tu vis la douleur de l'évolution. Accueille-la. J'ai fourni la théorie, mais j'ai aussi établi des instruments pratiques. Voici les étapes précises que tu dois entreprendre dès aujourd'hui pour t'assurer de ne plus jamais accepter les mauvais traitements. Premièrement, je te recommande de commencer un journal de l'ombre. Chaque soir, note ce qui a provoqué une réaction en toi ce jour-là. Qui t'a agacé? Quel comportement t'a dérangé? Puis, pose-toi la question, qu'est-ce que cela révèle de ma propre ombre? Cette pratique développe la conscience de soi plus rapidement qu'aucune autre. Comme je l'ai dit, tant que tu ne rends pas conscient l'inconscient, il dirigera ta vie. Ce journal sert à rendre l'inconscient conscient. Deuxièmement, j'ai découvert le pouvoir de l'imagination active. Consacre 15 minutes par jour à une contemplation tranquille ou à une méditation. Visualise-toi en train d'établir des limites avec les personnes qui t'ont maltraité. Imagine-toi dire ce que tu n'as jamais pu dire. Cela reprogramme ton inconscient et facilite la pose de limites réelles dans ta vie. Troisièmement, tu dois cultiver ce que j'ai appelé la conscience témoin. La capacité à observer tes propres schémas ancrés sans jugement moral. Quand tu ressens cette vieille compulsion vers quelqu'un qui est nuisible à ton bien-être, fais une pause, observe cette compulsion, dis-toi. C'est mon enfant intérieur blessé qui cherche ce qui est familier, mais je suis maintenant l'adulte conscient et je vais choisir différemment. Quatrièmement, j'ai dit que tu dois trouver ta communauté d'individuation. Des personnes qui sont aussi engagées dans le travail de devenir conscientes. Tu ne peux pas atteindre la complétude dans l'isolement, ni guérir en présence de ceux qui veulent que tu restes diminué. Cherche des conseillers sages, des groupes thérapeutiques, des communautés spirituelles ou des compagnons engagés dans la croissance.
Ces personnes te renverront ta lumière plutôt que d'essayer de l'éteindre. Cinquièmement, j'ai découvert que tu dois t'engager avec tes rêves. Ton inconscient te parle chaque nuit à travers des symboles et des métaphores. Tiens un journal de tes rêves. Note les thèmes qui reviennent. Tes rêves révèlent ce qui reste non guéri, ce qui est prêt à être intégré et ce qui cherche à émerger dans ta vie consciente. Sixièmement, pratique l'honnêteté radicale envers toi-même. À mon estimation, l'autotromperie est le plus grand obstacle à l'individuation. Cesse de te mentir sur pourquoi tu tolères les mauvais traitements. Arrête de trouver des excuses à des personnes qui te montrent exactement qui elles sont. La vérité te libérera finalement, mais elle exigera d'abord que tu deviennes inconfortable. J'ai consacré toute ma vie à étudier une question centrale. Comment devenons-nous les personnes que nous sommes vraiment? Et ce que j'ai découvert était ceci. Nous devenons nous-mêmes en intégrant chaque facette que nous avons rejetée, en affrontant tout ce que nous avons évité, en assumant tout ce que nous avons projeté sur les autres. Les personnes qui t'ont maltraité étaient, dans un certain sens, tes instructeurs les plus profonds. Non parce qu'elles étaient vertueuses ou bienveillantes, mais parce qu'elles t'ont montré précisément où le besoin de guérison réside encore en toi. Elles révèlent tes blessures, tes schémas, ta programmation inconsciente. Et maintenant que tu as la vision pour le voir, cela ne peut plus être oublié. À mon avis, il y a deux sortes de personnes dans ce monde. Celles qui sont vécues par l'inconscient et celles qui vivent consciemment. Les premières continueront à répéter les mêmes schémas, attirant les mêmes mauvais traitements pour toujours, se demandant pourquoi la vie est si difficile. Les secondes se libèrent. Dans quel groupe choisiras-tu d'entrer? J'ai dit, le privilège d'une vie est de devenir qui tu es vraiment. Tu possèdes maintenant la connaissance. La question centrale est, vas-tu t'engager dans le travail? Les mauvais traitements cessent au moment où tu décides qu'ils cessent, pas quand l'autre personne change. Quand tu changes, ta transformation commence maintenant. Rends l'inconscient conscient. Intègre ton ombre. Deviens entier et observe comment chaque aspect de ta vie se transforme. Le pouvoir a toujours résidé en toi. Je te souhaite la bienvenue chez toi, dans ton propre être.